Donc les accords d'Abraham, c'est pas simplement on va échanger des ambassadeurs, donc en clair des accords diplomatiques. Non, non. Ce ne sont pas uniquement des accords civils, car qui dit diplomatie dit civil. Non. Le Maroc, donc Nasser Bourita, s'est engagé à aider militairement Tel Aviv contre les Palestiniens. C'est de cela dont il s'agit. Les accords d'Abraham ne sont pas simplement des accords diplomatiques, mais des accords militaires pour soutenir Tel Aviv contre les Palestiniens et contre les pays arabes voisins. C'est pas moi qui le dis. C'est Israël Vallet, c'est pas moi. Israël Vallet. Voilà, c'est pas la presse algérienne, c'est pas Rachid Nekaz, c'est Israël Vallet. La position courageuse de l'Espagne en faveur de la Palestine, dans une déclaration forte et rare dans le climat politique international actuel. Rachid Nekaz, militant politique franco-algérien, salue le geste du gouvernement espagnol dirigé par Pedro Sánchez, en annulant un contrat d'armement de 6,8 millions d'euros avec une entreprise israélienne. L'Espagne envoie un signal fort de soutien à la cause palestinienne. Nekaz souligne le courage politique de cette décision. Dans un contexte de pressions internationales énormes exercées par les lobbies pro-israéliens, ce geste est présenté comme une reconnaissance de la gravité de la situation à Gaza. Qualifié de génocide par l'activiste, il replace cette décision dans un contexte historique, rappelant que l'Espagne a été, entre 711 et 1492, un territoire marqué par la civilisation musulmane. Pour Nekaz, ce passé historique donne à l'Espagne une responsabilité morale particulière envers les peuples arabes et musulmans, et notamment envers les Palestiniens. En parallèle, j'ai 3 questions à vous poser aujourd'hui. Est-ce que l'Espagne, du gouvernement de Pedro Sánchez, est un pays musulman? Est-ce que l'Espagne est un pays arabe? Et est-ce que l'Espagne fait partie de la Palestine? Car lorsqu'on lit ce que vient de faire le gouvernement espagnol, c'est-à-dire d'annuler un contrat d'armement avec une entreprise israélienne, c'est un contrat de 6,8 millions d'euros. Cette entreprise de Tel Aviv s'appelle IMI System. On est en droit de se poser ces 3 questions. Et ce sont ces 3 questions que je voulais partager avec vous, car c'est exceptionnel, c'est courageux, et c'est tout à l'honneur et du gouvernement espagnol et des 45 millions d'Espagnols de dire non à la guerre en Palestine, non à la guerre à Gaza, non au génocide du peuple palestinien à Gaza par le génocidaire Benjamin Netanyahou, qui est frappé d'un mandat international pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il faut dire merci, 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 et c'est ce que je fais aujourd'hui devant vous, publiquement. Merci au gouvernement espagnol, car il fallait le faire. C'est pas facile, vu les pressions médiatiques, les pressions diplomatiques des différents lobbies à travers le monde entier pour que cette guerre, ce génocide continue. Oui, merci, merci, et encore une fois, merci. Donc c'était le 24 avril, donc il y a quelques heures. Comment le gouvernement espagnol a justifié cette annulation de ce contrat de 6,8 millions de dollars? Il a justifié en disant que le gouvernement et son allié de gauche, donc le Premier ministre Pedro Sánchez, qui est le chef du Parti socialiste espagnol avec son allié radical Sumar, ont justifié cette annulation en disant qu'ils étaient fermement engagés avec la cause palestinienne. Vous imaginez? Fermement engagés avec la cause palestinienne. On aimerait entendre ça de tous les pays musulmans, de tous les pays arabes, de toute la communauté internationale. Non, c'est un gouvernement espagnol qui a une histoire mouvementée avec le monde arabo-berbère islamique pendant 781 années. En effet, entre 711 et 1492, la majorité de la péninsule ibérique était sous le contrôle musulman. Il y a eu des hauts avec Cordoue, il y a eu des bas avec certains
faits d'armes qui ne sont pas la gloire de notre culture arabo-berbéro-musulmane. Et vous savez que la reconquête espagnole, la reconquista comme on dit en espagnol, a permis de dégager à la fois les Berbères et les Arabes en 1492, sur le plan politique. En 1492 aussi, l'Espagne, donc cette reconquête catholique de l'Espagne, a provoqué le départ forcé de 300 000 juifs, et en 1609, cette Espagne catholique a expulsé 400 000 musulmans à la fois arabes et berbères. Malgré cela, malgré la conquête aussi de Oran pendant 3 siècles, du nord de l'Espagne jusqu'en 1956, malgré cela, l'Espagne aujourd'hui est devenue la fierté du monde et une fierté pour les hommes, les femmes épris de liberté et de paix pour le peuple palestinien, notamment à Gaza, car depuis octobre 2023, nous avons tous collectivement abandonné le peuple palestinien à Gaza. Pas que nous, en tant que citoyens d'Algérie, ou citoyens du monde musulman, ou citoyens du monde, mais même les Palestiniens de Jérusalem, même les Palestiniens de Cisjordanie ont abandonné leurs propres frères à Gaza. C'est la raison pour laquelle cette décision du gouvernement espagnol est à saluer, à remercier, et j'espère que d'autres pays dans le monde entier vont aussi annuler les contrats d'armement avec le génocidaire Benjamin Netanyahou. Alors évidemment, Tel Aviv n'est pas contente. Tel Aviv a condamné fermement l'annulation par l'Espagne de ce contrat d'armement avec cette entreprise donc de Tel Aviv, IMI System. Mais l'Espagne maintient sa position. Là, il faut le faire quand même, hein. On aimerait que d'autres pays fassent la même chose, mais c'est pas facile. C'est pas facile d'être un chef d'État aujourd'hui dans le monde entier, car il y a tellement de lobbies qui soutiennent ce génocidaire de Netanyahou qu'il faut avoir beaucoup de courage, beaucoup d'énergie, beaucoup de principes, beaucoup de volonté pour résister à cette tornade médiatique et diplomatique quand on a le courage de faire ce que vient de faire le Premier ministre espagnol. Alors l'Espagne, non seulement a dit qu'elle était engagée aux côtés de la Palestine en faveur de la cause palestinienne, mais elle a dit aussi qu'à l'avenir, elle ne conclura plus d'accord de défense avec des entreprises israéliennes. Donc vous voyez, au-delà de cette annulation de contrat, l'Espagne s'est engagée durablement à ne plus signer des accords de défense avec les entreprises israéliennes. Il faut le faire. Il faut le faire. Donc oui, aujourd'hui, je suis content de la décision du gouvernement espagnol, mais je suis aussi content du peuple marocain. Regardez ce qu'a fait le peuple marocain à Tanger. 1500 Marocains, syndicalistes, ouvriers, se sont opposés à ce qu'un navire danois qui transporte des pièces détachées pour les F-35 israéliens puisse accoster au port de Tanger. Il faut le faire quand même, hein. Donc oui, je suis très content du peuple marocain et de ces 1500 Palestiniens. Donc le titre de la dépêche AFP, c'est « Des centaines de personnes manifestent au Maroc contre un navire suspecté de transporter des pièces d'avions militaires vers Israël. » Selon des organisations de soutien aux Palestiniens et des syndicats de travailleurs portuaires marocains, un navire en partance des États-Unis à destination d'Israël devait accoster dans le port de Tanger. Comment ne pas saluer aussi ce courage des Marocains? Donc là aussi, c'était le 20 avril, il y a quelques jours, même pas une semaine. Alors, un navire Maersk. Maersk, c'est une entreprise danoise, c'est un des plus grands, c'est une des plus grandes entreprises mondiales de transport de containers à travers la planète. Et Maersk aussi était présente en Algérie avant que ses parts, 12,5% dans un gisement d'hydrocarbures, soient rachetées par Total.
Et donc ces Marocains qui n'étaient pas contents que leur pays collabore avec ce génocidaire de Netanyahou ont manifesté, notamment à la fois donc devant Tanger, mais pour dire que nous ne voulons pas de ce rapprochement avec Tel Aviv. Car en effet, ce port devait accoster vendredi au port de Casablanca et dimanche dans le port de Tanger. Voilà. Casablanca, capitale économique du Maroc, et Tanger, donc capitale maritime du Maroc. Il faut dire merci aussi aux Marocains d'avoir eu le courage de s'opposer pacifiquement à cet effort de guerre que consent le Maroc contre le peuple palestinien. Car ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'est en train de faire le Maroc? Le Maroc est en train de s'associer militairement à Tel Aviv pour massacrer le peuple palestinien. Il faut appeler un chat un chat. Quand un pays laisse accoster dans son propre pays des navires qui transportent des pièces détachées militaires à destination de Tel Aviv, qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas de la nourriture, ce ne sont pas des médicaments que ces navires transportent, ce sont des pièces détachées d'avions militaires. Je ne sais pas si le gouvernement marocain, et en l'occurrence le ministre des Affaires étrangères marocain Nasser Bourita, est conscient de la gravité de ce qu'il fait. Est-ce qu'il est conscient, Nasser Bourita, que demain, il risque d'être poursuivi en justice lui aussi, pour avoir participé au massacre des Palestiniens? Est-ce que vous êtes conscient, monsieur Nasser Bourita, que vous n'avez aucun principe? Vous savez comment on appelle ça? Pour utiliser une sémantique familière, on appelle ça de la prostitution politique et diplomatique, ce que vous êtes en train de faire. Cela s'appelle collaborer à des crimes de guerre, collaborer à des crimes contre l'humanité. Comment pouvez-vous autoriser des navires de guerre ou des navires qui transportent des pièces détachées militaires qui vont massacrer le peuple palestinien? Comment vous pouvez autoriser ça? Comment vous pouvez dormir tranquille la nuit? En tout cas, je tiens à saluer le peuple marocain qui, en opposition à la politique suivie par Nasser Bourita, a décidé de dire non, nous ne voulons pas que le Maroc, qui est un peuple frère, puisse participer à ce génocide palestinien. Donc je dis bravo, bravo et bravo. Mais c'est pas la première fois que le Maroc accepte que des navires de guerre de Tel Aviv accostent sur le port de Tanger. Regardez, au mois de juin 2024. Un navire de guerre israélien a accosté à Tanger. Et là, on voit le passage de Gibraltar et Tanger. Ce navire de guerre s'appelait, ou s'appelle toujours, donc il avait été construit aux États-Unis, il s'appelle l'INS Kommiyut. Kommiyut, voilà, c'est un peu dur à prononcer, voilà. Navire de guerre Kommiyut. Et donc c'était le quotidien israélien Globes qui avait annoncé cela. Voilà, on voit tout le passage par lequel il passe, plutôt tous les endroits par lesquels il passe. Et déjà, les Marocains, le peuple marocain, s'était opposé à cela. Donc c'était dans toute la presse internationale. Donc non seulement il y avait ce navire de guerre qui a fait une escale au Maroc pour aller massacrer ensuite les Palestiniens, mais il y avait aussi un C-130 de l'armée de l'air israélienne qui avait été accueilli à l'aéroport militaire de Kenitra. Regardez, juin 2024. Est-ce que vous imaginez la gravité? Et c'est pas la presse algérienne qui en parle. Ce sont des sites israéliens, regardez, Israël Valley. Je crois que le gouvernement marocain n'est pas conscient de la gravité de ce qu'il est en train de faire. Et regardez comment ce site israélien présentait les choses. Il disait que cette escale d'un navire israélien au port de Tanger est intéressante. Il ajoutait que cet événement qui s'inscrit dans le cadre des accords d'Abraham signés en 2021 illustre la volonté des deux nations de poursuivre leurs liens diplomatiques et sécuritaires. Diplomatiques et sécuritaires. Je poursuis.
Le Maroc, en tant que signataire des accords d'Abraham, s'est également engagé, le verbe est intéressant, engagé, dans une collaboration sécuritaire avec Israël. Donc les accords d'Abraham, c'est pas simplement on va échanger des ambassadeurs, donc en clair des accords diplomatiques. Non, non. Ce ne sont pas uniquement des accords civils, car qui dit diplomatie dit civil. Non. Le Maroc, donc Nasser Bourita, s'est engagé à aider militairement Tel Aviv contre les Palestiniens. C'est de cela dont il s'agit. Les accords d'Abraham ne sont pas simplement des accords diplomatiques, mais des accords militaires pour soutenir Tel Aviv contre les Palestiniens et contre les pays arabes voisins. C'est pas moi qui le dis. C'est Israël Vallet, c'est pas moi. Israël Vallet. Voilà, c'est pas la presse algérienne, c'est pas Rachid Nekaz, c'est Israël Vallet. Donc je répète cette phrase car elle est importante. Le Maroc s'est engagé dans une collaboration sécuritaire avec Israël, c'est-à-dire le Maroc s'engage à assurer la sécurité d'Israël. L'accord signé en novembre 2021 lors de la visite du ministre israélien de la Défense à Rabat en est la preuve tangible. Donc vous voyez que Nasser Bourita a vendu son âme. Cela s'appelle de la prostitution politique et diplomatique. Il a vendu son âme. Alors je ne sais pas si vous connaissez un ancien ministre français qui était à la fois maire de Lyon, à l'époque c'était sous Jacques Chirac. Il était ministre de Jacques Chirac. En parallèle, Nekaz adresse une critique sévère aux gouvernements arabes, qu'il accuse de passivité face à la souffrance palestinienne. Il met en lumière la résistance de 1500 syndicalistes marocains qui se sont opposés à l'acheminement d'équipements militaires israéliens, contrastant avec l'attitude du gouvernement marocain qu'il qualifie de complice. Enfin, il insiste sur l'importance du long terme. L'Espagne ne se contente pas d'annuler un contrat ponctuel. Elle s'engage à ne plus signer d'accords militaires avec Israël. Un véritable tournant diplomatique salué par Nekaz, qui appelle d'autres nations à suivre cet exemple courageux pour la défense des droits du peuple palestinien. Michel Noir, maire de Lyon, il disait qu'il préférait perdre une élection plutôt que vendre son âme. Et quand il parlait de perdre une élection, de quoi parlait-il? Vous savez qu'à Lyon, la présence du Front National était importante. L'actuel Rassemblement National avec un dur, prof d'université, prof de japonais qui s'appelle Bruno Gollnisch. Et Michel Noir a toujours refusé de signer une alliance avec le Front National raciste et xénophobe plutôt que pour gagner une élection. Donc il a refusé de signer avec le Front National une alliance électorale pour gagner une élection. Il a toujours dit que je préfère perdre une élection plutôt que vendre mon âme. Et aujourd'hui, que fait Nasser Bourita? Il préfère vendre son âme plutôt que de faire ce qu'a fait le Premier ministre espagnol, Monsieur Pedro Sanchez, qui a lui, il vend pas son âme, lui, son âme est plus importante que 6,8 millions de contrats avec Tel Aviv. Nasser Bourita, non, Nasser Bourita, il a préféré vendre son âme pour être accueilli dans les salons des capitales occidentales. Eh oui. Tout le monde ne s'appelle pas Michel Noir, monsieur Nasser Bourita. Vous êtes tout petit par rapport à Michel Noir. Et oui, et si vous connaissez pas de Michel Noir, vous pouvez taper sur Google qui est Michel Noir. Je préfère perdre une élection plutôt que vendre mon âme. Vous avez vendu votre âme. Tout ça pour être accepté dans certains pays. C'est triste ce qui est en train de se passer. En tout cas, l'avion C-130 de l'armée de l'air israélienne a bien atterri à l'aéroport militaire de Kenitra en mai 2024. Voilà, c'est écrit ici. C-130 mai 2024.
C'est dur de faire de la politique aujourd'hui, hein, avec des gens qui se prostituent, qui vendent leur âme. Encore une fois, j'ai bien commencé cette vidéo pour saluer à la fois le gouvernement espagnol et pour saluer et remercier le peuple marocain qui a manifesté contre ce navire qui transportait des pièces détachées à destination d'Haïfa pour aller massacrer le peuple palestinien. Donc, bravo au peuple marocain. Ah, vous savez que beaucoup de pays à travers le monde subissent des pressions, des lobbies de Tel Aviv. Il y a des lobbies partout, vous savez, même en France. Vous savez, en France, le président Emmanuel Macron, qui en août 2022 a fait une visite officielle en Algérie avec 15 ministres. J'avais vu cette visite-là à travers la télévision algérienne, j'étais en prison à Chlef. Vous imaginez, moi, l'Algérien, le patriote algérien, j'étais incarcéré dans mon pays et je regardais cette visite du président français en août 2022 à partir d'une prison. Je me imaginais les moudjahidines des années 54 à 62 qui lisaient à travers la presse ce qui se passait dans leur propre pays. J'ai vécu la même chose à Chlef, la prison de Chlef, avec Abdelmoumen Khalifa, avec Hassan Arbaoui, le PDG de Kia Algérie, avec Mohamed Bayri, le PDG d'Iveco, donc représentant de Fiat en Algérie, avec le fils de l'ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal, qui s'appelle Fares Sellal. Et on voyait ça. On voyait les Français heureux de signer des contrats. Et que s'est-il passé 2 ans après, le 30 juillet 2024? Le président français a trahi l'Algérie, a trahi le président en reconnaissant de façon unilatérale la marocanité du Sahara occidental. Oui. Mais il n'a pas fait que ça, Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il a voulu faire en 2019, juste avant l'élection de Si Abdelmajid Tebboune, en décembre 2019? Notre ami Emmanuel Macron a demandé au président d'Edison, voilà, Edison, c'était lui le président, parce qu'il était à l'époque, il était président d'EDF, Électricité de France, entre 2014 et 2022. Et Électricité de France, donc EDF, possède à 99,4% Edison. Voilà, Edison, c'est une société italienne. Voilà, 99,4%, vous pouvez lire là. Donc Emmanuel Macron a demandé à monsieur Jean-Bernard Lévy, alors c'est pas Bernard-Henri Lévy, hein, je sais que ça peut prêter à confusion, donc Jean-Bernard Lévy, donc qui est président de EDF, qui contrôle Edison, donc monsieur Emmanuel Macron a demandé à son président d'EDF, donc qui est patron d'Edison aussi, de vendre à une société israélienne 11,5% que Edison possédait à Ergen, à Energean. Alors là, il dit c'est une entreprise grecque, mais elle est cotée à Londres et à Tel Aviv. C'est une entreprise avec des actionnaires israéliens. Donc, il n'y a pas que le Maroc qui subit des pressions, qui a vendu son âme au génocidaire Netanyahou. La France aussi. Regardez, je vous ai fait la démonstration. Et heureusement que dès que M. Si Abdelmajid Tebboune est arrivé au pouvoir en décembre 2019, il a bloqué l'arrivée du grec Energean, c'est-à-dire de l'israélien Energean, dans la concession de Regen. Et oui. Et c'est comme ça que Edison a pu vendre ses parts dans différents pays à l'israélien Energean, mais a exclu l'Algérie. Voilà. L'Algérie a été exclue car l'Algérie a mis son droit de veto, c'est-à-dire a exercé son droit de préemption. L'Algérie a dit non à Macron.
C'est très dur de résister. Très, très dur de résister. Et oui, parce que notre ami Nasser Bourita préfère négocier avec le génocidaire Netanyahou. Il a vendu son âme. Et oui, mais même dans notre pays, vous avez vu, nous avons des agents de normalisation avec ce génocidaire, avec cet auteur algéro-français, avec cet ancien ministre de l'Industrie, tous ces deux-là qui travaillaient au ministère de l'Industrie sous l'ère Bouteflika sont des agents de normalisation du génocidaire Netanyahou. Et cette France qui a voulu nous berner, qui a voulu donner, vendre à Israël 11,5% du gaz argan, c'est cette France qui avait livré l'arme atomique à Israël. Regardez comment la France a livré l'arme atomique à Israël. C'est pas Rachid qui le dit. C'est un site israélien qui s'appelle Yediot Aharonot, 1er octobre 2023. Dans les années 50, le destin de l'État hébreu était l'une des priorités du pouvoir français. Le destin de l'État hébreu était l'une des priorités du pouvoir français, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Une politique d'aide militaire secrètement élaborée au ministère de la Défense français aboutit à un accord nucléaire jamais avoué. Lisez bien. Un accord militaire jamais avoué. Comment voulez-vous faire confiance à la France? Et c'est grâce à la France qu'aujourd'hui, Israël impose son diktat à 20 pays arabes, à 1,8 milliard de musulmans. Tel Aviv est intouchable à cause de la France qui lui a donné la bombe atomique. C'est à cause de la France que Netanyahou massacre les Palestiniens sans aucune sanction contre lui, absolument aucune sanction contre lui. Alors c'était en 1956. Regardez, là on voit Guy Mollet, l'ancien chef de gouvernement. À l'époque on les appelait les présidents du Conseil, avec, vous connaissez ce monsieur Shimon Peres qui est devenu ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, premier ministre israélien et président israélien. Voilà, 1956, rencontre secrète du chef du gouvernement français qui a massacré les Algériens pendant la guerre d'Algérie, et le futur ministre de la Défense israélien, Shimon Peres. Voilà Guy Mollet. Voilà ce Guy Mollet qui a préféré donner la bombe atomique à Israël pour que Israël puisse combattre Nasser, et ainsi Nasser, l'Égyptien, ne pouvait plus soutenir le FLN. Et voici un livre d'Abel Thomas. Abel Thomas, c'était lui l'intermédiaire pour livrer la bombe atomique française à Israël. Il a même écrit un livre où il dit ça, noir sur blanc, comment Israël fut sauvé par la France, bien sûr. Regardez le sous-titre, les secrets de l'expédition de Suez. Vous savez, l'expédition de Suez, c'était en octobre 1956, à partir du 30 octobre 1956. Et que s'est-il passé 8 jours avant Suez? 8 jours avant Suez, le 22 octobre. Guy Mollet avait donné l'ordre de pirater l'avion marocain où il y avait les fameux leaders algériens du FLN. Eh oui, Guy Mollet. Donc Guy Mollet s'est entendu avec des Israéliens pour leur donner la bombe atomique, et en même temps s'est entendu avec les Israéliens pour faire la guerre à l'Égypte de Nasser, pour que l'Égypte de Nasser n'aide plus le FLN. Vous avez vu les conséquences 70 ans après, du fait que la France a livré la bombe atomique à Israël, c'est qu'aujourd'hui Israël massacre des Palestiniens matin, midi et soir, sans aucune sanction de qui que ce soit. Tout ça à cause de la France. Aïe, 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 c'est dur, c'est dur. Donc Abel Thomas, c'était lui l'intermédiaire entre la France et Tel Aviv pour livrer la bombe atomique française à Israël. C'est malheureux. Donc c'était octobre 56. Et octobre 56, vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu la conférence à Tanger. Toujours Tanger, vous savez, Tanger joue un rôle important. Vous savez qu'à Tanger, il y avait 9 puissances qui étaient représentées à Tanger lors de cette conférence. En octobre
1956. Et c'était pendant cette conférence qu'il a été décidé que ces 9 puissances qui étaient représentées à Tanger se retirent du Maroc. Et en échange du retrait de ces 9 puissances de Tanger, le Maroc de Hassan II, parce que Hassan II à l'époque il était prince, c'est lui qui a livré l'avion où il y avait les leaders du FLN à Guy Mollet. Eh oui. Alors je sais que Feu et Ahmed a dit non, Hassan II n'y est pour rien, mais bien sûr que si, il y est pour quelque chose. Car au moment même où l'avion marocain, où il y avait les leaders du FLN, Feu Boudia, Feu Ben Bella, etc., Feu et Ahmed, à ce moment-là, il y avait une conférence à Tanger. Il y avait 9 pays occidentaux qui ont dit « Ok, livrez les informations sur cet avion où il y avait les leaders du FLN à la France, et en échange, on se retire de Tanger. » C'était au même moment. Regardez, vérifiez l'histoire. Et c'est à Tanger aussi qu'il y a eu la validation entre les Français et les Anglais pour aller bombarder Suez en Égypte avec Tel Aviv. Et ça s'appelle l'opération Kadesh. Voilà, l'opération Kadesh, c'est comme ça que Tel Aviv appelle cette opération à Suez. Et oui, il y a eu d'abord des pourparlers en France, des pourparlers secrets en France entre les Britanniques et les Français, mais ces pourparlers ont continué à Tanger. Alors maintenant, pour finir cette vidéo, où j'ai dit beaucoup de choses, je partage avec vous la dernière déclaration du président américain Donald Trump. Qu'a dit le président américain? Il a dit que la Crimée, qui avait été reprise par les Russes à l'Ukraine, elle restera avec la Russie. Elle restera avec la Russie. C'est dans toute la presse mondiale. Il n'y a ni droit international, ni rien du tout. C'est la loi du plus fort. Donc le président américain a dit à Zelensky, au président ukrainien, ce n'est pas la peine de te fatiguer. Il n'y a ni OTAN, ni ONU, ni rien. La Crimée va rester russe. Vous avez compris pourquoi je vous parle de Crimée. Remplacer Crimée par Sahara occidental. Trump affirme que le Sahara occidental restera avec, vous remplacez Russie par Maroc, avec le Maroc. Donc si l'Algérie, si la diplomatie algérienne ne tire pas les conséquences de la déclaration du président américain sur la Crimée, il va arriver exactement la même chose dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Vous risquez d'avoir une déclaration du président américain qui va dire que le Sahara occidental restera avec le Maroc. Si des diplomates qui ont été nommés sous feu Bouteflika ne changent pas de stratégie diplomatique, voilà ce qui risque d'arriver dans quelques semaines. Alors vous pouvez jouer les têtus, vous pouvez jouer les plus intelligents, vous pouvez jouer aux plus brillants, si vous ne reprenez pas ma proposition que j'ai présentée depuis 2014 dans la presse algérienne et dans les médias africains, comme ici sur le site africain sénégalais exclusif.net. De quoi s'agit-il? Je l'ai présenté à Marrakech aussi, le 17 mars 2025. Si vous ne reprenez pas mon idée d'une double souveraineté, à la fois de l'Algérie et du Maroc, pendant 10 ans, sur le Sahara occidental, vous risquez d'entendre dans quelques semaines une déclaration du président américain qui va dire que le Sahara occidental restera au Maroc. Ça fait 50 ans que vous avez échoué, je dis bien 50 ans. Il est temps maintenant de vous adapter et d'être un peu plus humble, un peu plus modeste et tenir compte et écouter les idées, les propositions d'autres partis que ceux qui ont été nommés sous l'ère Bouteflika et qui ont montré leur incompétence et leur incapacité à trouver une solution qui puisse
suscité l'adhésion du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont l'Algérie est toujours membre non permanent jusqu'à la fin de l'année. Alors cette proposition, je vous invite à la lire. 1 page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages, elle fait 6 pages. J'ai pris le temps de réfléchir, j'ai pris le temps de pondre par écrit une proposition qui puisse être acceptable par toutes les parties. Donc cette double souveraineté, en langage diplomatique, ça s'appelle un condominium. Un condominium, c'est une solution diplomatique qui a déjà fait ses preuves dans 3 endroits différents. Premier endroit, à Andorre. Andorre, c'est une région située entre la France et l'Espagne et qui, depuis 1278, ça fait pas mal, 1278, c'est pratiquement 900 ans. Ça fait 900 ans que la principauté d'Andorre est gérée par 2 pays. La France, par le biais du président de la République, et par l'Espagne, par ce qu'on appelle l'évêque d'Urgell. Donc je l'ai mentionné dans la présentation de cette étude. Voilà, depuis 1278, regardez, depuis 1278, la principauté d'Andorre est gérée par 2 coprinces à la fois, l'évêque d'Urgell pour l'Espagne et le président de la République française pour la France. Et je vous ai parlé aussi que cette idée de double souveraineté, de condominium, a aussi été appliquée dans le cas du Soudan, entre 1899 et 1956. Et à l'époque, c'était à la fois l'Égypte et la Grande-Bretagne qui, pendant 57 ans, ont géré ce territoire. Et au 19e siècle, entre 1889 et 1899, donc pendant 10 ans, l'île de Samoa, donc dans le Pacifique, était gérée par 3 pays, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Tout cela est indiqué dans mon étude que j'ai présentée depuis 10 ans. Et si vous voulez des références américaines, car je sais que nos diplomates algériens, quand une idée vient d'un Algérien, ça leur plaît pas, ils préfèrent que ça vienne des autres. Vous savez, c'est le complexe du colonisé. Voilà une étude parue en 2014. Donc c'est une étude qui est parue dans le journal du droit international qui s'appelle Édification à partir du modèle d'Andorre que je viens de vous présenter. Bref, explication de la solution du condominium en tant qu'application potentielle des conflits actuels. Alors, regardez. Et c'était l'université d'Indiana, aux États-Unis. Voilà, ça c'est une référence américaine. C'est une étude qui fait 25 pages, donc je vous invite à la lire. Elle a été présentée par Taylor Calvin Perkins. Voilà. Vous pouvez voir Taylor Calvin Perkins. Voilà. Donc c'est été 2014. Il l'a présenté. Donc Indiana Journal of Global Legal Studies. Voilà. Et donc il parle de la solution du condominium qu'on peut appliquer à tous les conflits actuels. Et en l'occurrence, moi je l'ai appliqué au cas du Sahara occidental. Voilà, vous pouvez lire. C'est en anglais. Vous savez, tous les diplomates algériens, la quasi-totalité des diplomates algériens ont été nommés sous l'ère Bouteflika. Et vous savez très bien ce qui s'est passé sous l'ère Bouteflika. Il y a une 5e colonne dans notre pays. Et le président de la République lui-même l'a relevé au mois de mars dernier. Il y a une 5e colonne dans notre pays. Et cette 5e colonne n'a aucun intérêt à ce que l'Algérie puisse connaître des succès diplomatiques, économiques, politiques, etc., etc. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Il est temps d'éviter que notre pays soit obligé, comme l'Ukraine de Zelensky, de reconnaître le côté russe de la Crimée. Je ne souhaite pas que notre pays se retrouve dans la même situation que l'Ukraine aujourd'hui par rapport à la question de la Crimée pour l'Ukraine et par rapport à la question du Sahara occidental pour l'Algérie. Donc, barakallahu fikum, tahiyat Jazair, Allah yarham shuhada.